À l'époque, Tunis est un marché aux esclaves plus petit qu'Alger. On y trouve malgré tout des captifs issus de toute l'Europe. Scram et les autres marins sont alignés au marché et vendus. Tunis est alors un État esclavagiste qui vit de la traite. On y vend à la fois des esclaves noirs qui arrivent avec les caravanes du Sahara et des chrétiens. Au bout de quelques jours, l'équipage est conduit au palais du Bey, qui se trouve à Bardo, à quelques kilomètres de la Médina de Tunis. C'est en quelque sorte la résidence du gouverneur. On y trouve une société en miniature, un petit Versailles. Il y a des harems, des bains turcs, des échoppes. Les 9 plus jeunes membres d'équipage sont désignés pour être serviteurs à la cour du Bey. Aujourd'hui, le palais du Bardo jouxte la capitale tunisienne. La moitié du bâtiment a été convertie en musée, tandis que l'autre accueille le Parlement tunisien. Sadek Boubaker a enquêté sur le sort des esclaves à Tunis. Au Bardo, il y avait une chapelle pour les captifs qui vivaient au Bardo. Il y a eu au début du XIXe siècle quelqu'un qui vivait au Bardo et qui était pratiquement ministre des Affaires étrangères. Oui, du Bey. Les autres ont été envoyés à Tunis pour y travailler. Ils étaient logés dans des quartiers spéciaux avec des captifs d'autres nationalités. Ils étaient employés à la construction des remparts et devaient charrier des pierres. Leur travail était bien plus pénible. Physiquement, c'était très dur. Ils n'étaient pas habitués au climat, à la chaleur, aux maladies. La torture est courante. Scram raconte comment d'autres captifs européens ont reçu 300 coups de fouet ou de verge sur la plante des pieds pour des motifs insignifiants. Toute tentative de fuite était punie de mort. Beaucoup d'esclaves ont terriblement souffert. Prenez par exemple ceux qui ont été envoyés aux galères jusqu'à la fin de leur vie. Les traces de la présence d'esclaves blancs en Afrique du Nord sont peu nombreuses. Il est très difficile de pouvoir suivre leur itinéraire. Parce que, à partir du moment où ils prennent un nom musulman ou arabe, au bout de quelques générations, ils disparaissent dans la société. On peut repérer d'autres traces par les noms. Par exemple, Zgolli. Zgolli qui veut dire sicilien. Ou bien Ferrare, le Ferrari de Ferrare, ou Napolitan, de Napolitain, ou les Sancho, l'espagnol, d'autres noms comme ça qui restent, mais ils restent surtout dans les régions où il y avait soit des bagnes, des endroits où on mettait les captifs, comme par exemple à Portofarina. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de familles portent des noms qui sont d'origine évidente européenne. Il faut bien garder à l'esprit que les Européens qui se convertissaient à l'islam, à Tunis et dans le reste de l'Afrique du Nord, vivaient bien mieux en tant que musulmans que les prisonniers musulmans qui s'étaient convertis au christianisme en Europe. Ceux-là sont restés pauvres toute leur vie et n'ont jamais été intégrés à la société, alors que les renégats l'ont été. Hark Holufs débute comme valet. Mais le jeune Danois apprend vite. Bientôt, il parle le turc, l'arabe et la lingua franca, qui mélange des langues parlées tout autour du bassin méditerranéen.
Au bout de 3 ans et demi, il est promu au rang de trésorier et reçoit un lopin de terre, des chameaux, des moutons et même des serviteurs, et ceci en dépit de son statut d'esclave. Hark Holoufs est aussi chargé des basses œuvres du bey. Sur les ordres de mon maître, j'ai assassiné bien des gens. J'ai aussi tué sans ordre. J'avais la pleine confiance du bey. Mon maître se faisait vieux et il préférait que je me charge de ses missions. Souvent, lorsqu'il s'allongeait pour la sieste, j'allais accomplir une exécution avant son réveil. Parmi ceux que j'ai tués sur ses ordres, je me souviens particulièrement de 2 maçons. À 2 reprises, mon maître eut l'idée de cacher dans les murs d'une tour une forte somme en ducats. J'avais l'ordre, une fois le maçon payé pour sa peine, de lui rompre le cou au moment où nous redescendions de la tour. Ce que je fis, contraint et forcé, pour préserver ma propre vie. Mon maître avait 2 raisons d'agir ainsi. D'abord, il voulait être sûr que l'emplacement du trésor resterait secret. Ensuite, les Turcs croyaient que l'esprit de l'homme assassiné gardait les lieux, empêchant quiconque, à part son propriétaire, de mettre la main sur le trésor. Pour ce genre de mission, on ne pouvait pas utiliser les gens du coin. Il fallait que ce soit des esclaves. Les Turcs les ont intégrés dans leur système de répression en Afrique du Nord. Cela montre que les habitants ne se souciaient pas des esclaves, qui étaient dans une situation très précaire. Tant qu'ils étaient associés au pouvoir, ils étaient respectés. Mais s'ils tombaient entre les mains de la population, c'en était fini d'eux. En 1732, Hark Holoufs accompagne le bey lors du pèlerinage à la Mecque. Le voyage dure 13 mois. 6000 personnes composent la caravane. Hark s'est forcément converti à l'islam. Sinon, il n'aurait pas pu être du voyage. Il écrit dans son autobiographie qu'il est allé à la Mecque et que seuls les musulmans pouvaient entrer dans la ville. Cela prouve qu'il s'est converti, même s'il écrit par ailleurs qu'il n'est jamais devenu musulman. 1732 est aussi l'année où Hark Holoufs est promu Aga Eteira, autrement dit, commandant de la cavalerie. Il a atteint le sommet de l'échelle sociale pour un esclave. Je pris part un jour à une bataille. L'ennemi opta pour la fuite. Alors que ma troupe poursuivait les fuyards dans un défilé, elle fut prise dans une embuscade. Beaucoup des nôtres tombèrent sous les balles. Mon cheval fut tué sous moi et je fus fait prisonnier. L'un de mes serviteurs, auquel j'étais très attaché, fut poignardé à mort sous mes yeux. Alors que je nous croyais perdus, l'ennemi décida d'épargner 15 d'entre nous, dont moi, dans l'espoir d'obtenir une rançon. On m'emprisonna dans un donjon. Une femme vint me rendre visite. Elle était presque entièrement voilée. Seuls ses yeux et ses mains, couvertes de jolies couleurs, étaient visibles. Elle me posa plusieurs questions, après quoi je me jetai à ses pieds. Elle me demanda si les gens de mon pays croyaient en un Dieu qui régnerait sur le ciel et la terre. Je découvris bientôt que ce n'était pas uniquement la religion chrétienne qui l'intéressait. Lorsqu'elle repartit, je la suppliai à haute voix de plaider ma cause. « Chut !» répondit-elle, « ne parle pas si fort. » Soudain, je pris peur qu'elle ne regrettât ses bontés. Mais quelques heures plus tard, un forgeron vint défaire mes entraves.
Ali Pacha règne depuis le palais Bardot. C'est ici que Skram, le marin norvégien, entre au service de son fils. Ali avait de nombreuses épouses et des maîtresses, mais il ne s'intéressait pas à l'une d'entre elles, qui du coup a pris un esclave chrétien comme amant. Bien que le Coran édicte des règles strictes, les pratiques sexuelles en Afrique du Nord sont beaucoup plus libérales que dans l'Europe chrétienne. En Afrique du Nord, les homosexuels n'étaient pas persécutés, alors qu'en Europe, ils étaient brûlés ou soumis à des châtiments corporels. Ils risquaient aussi la prison à vie. Pour la plupart des esclaves de la côte des Barbaresques, la vie est un enfer. Seule une poignée d'entre eux parvient à rentrer dans son pays. Pour Skram, en revanche, les choses sont bien différentes, car il est serviteur royal. Malgré sa capture en Méditerranée et malgré son statut d'esclave, la vie à Tunis était un paradis pour lui. Dans son récit, il écrit « Il ne me manquait rien à part ma liberté ». L'avantage, c'est qu'il entre au service du prince à Tunis, qui est d'une nature clémente. Des négociations s'engagent entre le royaume du Danemark et les autorités de Tunis pour la libération des marins norvégiens. À un moment, le prince exige 2 chevaux et des haches en échange de la liberté de Skram. Au musée royal de l'Arsenal, à Copenhague, on trouve la trace des présents envoyés dans les États barbaresques pour gagner la faveur des négociateurs et protéger les navires danois et norvégiens des attaques. Bien sûr, le gouvernement danois aurait pu envoyer une flotte pour patrouiller, mais ce n'était pas possible. À la place, ils ont tenté d'obtenir un accord avec les États de la côte des Barbaresques. En gros, il s'agissait d'acheter la tranquillité des navires de la couronne. Ils ont donc envoyé des cadeaux, des présents, comme ils disaient, à l'attention des dirigeants. Des cadeaux au prince, mais aussi du matériel, comme des armes ou des cordages qui faisaient défaut à ces pays. Les archives royales danoises ont conservé plusieurs documents liés à ces accords. Voici un sauf-conduit algérien. Nous n'avons que la partie danoise. Comme vous le voyez, il en manque une partie. C'est un document que le capitaine danois emportait avec lui. Ce sauf-conduit date de 1838. On est déjà quasiment à la fin de l'existence de ce système. Le vaisseau concerné est le Magdalene, immatriculé à Copenhague. Il a effectué un voyage depuis la capitale. Son capitaine était Jacob Ebert et il devait emprunter le détroit de Gibraltar. Les pirates algériens, de leur côté, avaient reçu la partie supérieure du document envoyé depuis le Danemark et qui correspondait parfaitement avec la partie inférieure. Le capitaine danois présentait sa partie, le pirate la sienne, et si les deux s'emboîtaient, cela signifiait que le navire danois venait d'un pays qui s'était acquitté du droit de passage. Le roi avait payé, donc le bateau pouvait naviguer librement. Le tribut annuel consistait en une cargaison de poudre et de boulets, de faucons d'Islande, de cornes de narval et d'autres produits du Nord. C'était de cette manière que le traité était scellé. On raconte que ce canon a été offert à un prince barbaresque qui l'a par la suite renvoyé au roi du Danemark. Apparemment, avant de l'offrir, les Danois ont transformé le monogramme de